En France, le premier tour demain de la primaire de la droite et du centre pour les trois favoris. C'était l'heure des derniers meetings. On saura demain qui sera au second tour. Un dernier sondage place François Fillon en tête devant Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. L'avenir de libre-échange, le TTP, le partenariat transpacifique en question au sommet de l'APEC au Pérou. Projet défendu par Barack Obama mais remis en cause par le futur président Donald Trump lors de sa campagne. Élection présidentielle demain en Haïti, un scrutin dans un climat d'urgence. Un mois après le passage de l'ouragan Matthew, 27 candidats sont en lice, dont Maryse Narcisse. Les autorités redoutent une forte abstention. Reportage à la fin de ce journal. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Selon un dernier sondage Ipsos pour Le Monde, François Fillon arrive en tête avec 30% des intentions de vote devant Alain Juppé, à égalité avec Nicolas Sarkozy à 29%. Les électeurs de la droite et du centre sont appelés pour la première fois en France ce dimanche à choisir leur candidat pour la présidentielle. Clap de fin hier soir pour la campagne des 7 candidats. Alain Juppé était à Lille, Nicolas Sarkozy à Nîmes et François Fillon à Paris. Plusieurs millions d'électeurs sont attendus demain. Élection mode d'emploi avec nos confrères de France 3. Répétition générale hier soir à Béthune pour les militants bénévoles qui tiendront dimanche un bureau de vote. Ce sera un peu plus compliqué qu'un scrutin habituel puisque chaque votant devra en plus signer une charte le rattachant aux valeurs de la droite et en plus payer 2 €. La charte, le vote, les comptes, tout devra concorder. C'est pour ça qu'on a demandé 4 personnes par bureau de vote, parce qu'en dessous, c'est pas possible. Il y a trop d'étapes, mais ça, c'est aussi parce qu'on veut que cette primaire se déroule bien. Une vidéo est à la disposition des présidents de bureaux de vote et leurs assesseurs pour les aider. Après s'être acquitté des 2 € de participation aux frais d'organisation, il signe le cahier de décharge, s'engageant à partager les valeurs républicaines de la droite et du centre. Il y aura près de 200 bureaux ouverts dans le département du Pas-de-Calais, ce qui représente 700 bénévoles à former avant dimanche. Ce sont les communes, de droite comme de gauche, qui mettent les salles à disposition, sauf le FN à Hénin-Beaumont. La majorité des mairies dans ce département, qu'elles soient de droite, sans étiquette ou de gauche, ont joué le jeu. Avec le cas d'Hénin-Beaumont, où on s'est fait jeter parce qu'effectivement, Hénin-Beaumont, il semble ne pas y avoir de place pour la démocratie. Aucun bureau de vote à Hénin-Beaumont? Si, il y a des bureaux de vote, mais dans des salles privées. La commune n'a pas pu accéder à notre demande de salle communale. C'est l'une des seules communes du Pas-de-Calais, dont acte. Primaire 2016, c'est le site ouvert par les Républicains pour trouver son bureau de vote. Enfin, précision importante, tous les documents, cahiers, bulletins, enveloppes seront détruits après le scrutin. Ne subsistera, nous promettons, aucun fichier de votants. Aux États-Unis, Donald Trump a commencé à choisir les membres de son équipe. 3 nominations des tenants d'une ligne sécuritaire dure. Par ailleurs, le nouveau président élu va devoir verser 25 millions de dollars pour échapper à un procès pour fraude lié à sa défunte université Trump. D'anciens étudiants s'estiment floués par cette université jugée onéreuse et de mauvaise qualité. Ils ont porté plainte. Sophie Guignon. 25 millions de dollars pour éviter un procès. La plainte avait été déposée par 6 000 anciens étudiants de la Trump University. Cours bidon, pas de diplôme reconnu, intervenant peu qualifié, pour 35 000 dollars. Ils s'estimaient floués. Pour l'avocat des victimes, ce compromis est un soulagement. C'est une belle issue. Tous les gens qui étaient inscrits dans cette école veulent être remboursés. Ils vont percevoir plus de la moitié de leur argent et peut-être jusqu'à la totalité de leur argent. Donc, nous sommes très contents de ce résultat. La date du procès était pourtant fixée au 28 novembre. Donald Trump s'épargne ainsi un litige judiciaire avant son entrée en fonction. Il a décidé de mettre de côté ses intérêts et ses opinions personnelles et de se concentrer sur les problèmes auxquels fait face le pays. Car Donald Trump traîne ses poursuites depuis 2010 comme un boulet. Jusque-là, il avait pourtant toujours refusé de céder et d'envisager tout remboursement. Il avait même été jusqu'à remettre en cause l'impartialité du juge fédéral en charge de l'affaire, en raison de ses origines mexicaines. Je dois faire face à un juge qui est très partial. Je gagnerai le procès de l'université Trump. Je pourrais régler cette affaire. J'ai juste choisi de ne pas le faire. Parce que vous savez quoi? Je suis un homme de principe. Un homme de principe qui a fait volte-face. Donald Trump devra aussi payer une amende d'1 million de dollars pour violation de la loi sur l'éducation.
Barack Obama est arrivé à Lima pour le sommet de la PEC. La Chine est à l'affût du repli américain dans la zone Asie-Pacifique. Barack Obama qui va saluer pour la dernière fois le président chinois Xi Jinping comme un raccourci du rapport de force entre les deux premières puissances mondiales qui bataillent pour la prépondérance en Asie-Pacifique. Serine Bey nous en dit plus. C'est dans une atmosphère sombre que s'est ouvert le sommet de la PEC. 21 dirigeants de la zone Asie-Pacifique sont amenés à se rencontrer. Jusqu'ici, leur discours avait toujours été optimiste, mais cette année, l'élection de Donald Trump change la donne. Le président élu américain mobilise toute l'attention. Durant sa campagne, il a promis plus de protectionnisme pour protéger l'emploi aux États-Unis. Il y a malheureusement dans le monde, nous l'avons vu lors de récentes élections, pas seulement aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne aussi, des tendances protectionnistes qui prennent le dessus. Mais nous devons envoyer au monde un message sans équivoque que le commerce continue à être bénéfique à la prospérité et que le commerce doit continuer à croître. Un message qui se veut rassurant. Le but de la PEC, c'est de faciliter la croissance économique, l'investissement et les échanges dans la région Asie-Pacifique. Pour y parvenir, les pays membres ont par exemple réduit les taxes douanières, une mesure sur laquelle pourrait revenir Donald Trump. Tout comme l'accord de partenariat transpacifique conclu en 2015 sous l'impulsion de Barack Obama et qui est censé faciliter les échanges commerciaux entre les régions Amérique et Asie-Pacifique. Mais le protectionnisme promis par le milliardaire ne fait pas que des malheureux. La Chine, elle aussi membre de la PEC, pourrait profiter de la position de Washington pour espérer devenir leader du libre-échange mondial. Elle pourrait ainsi mettre en avant ses propres traités commerciaux, notamment son projet de libre-échange en Asie-Pacifique. Bonjour Alexandre Kateb, vous êtes économiste. Est-ce que ce sommet va consacrer la montée en puissance de la Chine face au repli américain annoncé par la victoire électorale de Donald Trump ? Je crois qu'il est un petit peu tôt pour analyser ce sommet en ces termes. Ce qui est sûr, c'est que, en effet, il y a aujourd'hui une Chine qui est en position de force, puisque là où les États-Unis refusent de ratifier le traité transpacifique, notamment, la Chine a des alternatives dans son chapeau, si j'ose dire. Et donc, la plupart des pays qui aujourd'hui craignent une montée de ce protectionnisme américain se tournent vers la Chine pour voir des solutions un peu alternatives, sachant que le TPP était quand même aussi un outil quelque part pour contenir les ambitions chinoises de la part des États-Unis et pour agréger autour d'eux un certain nombre de pays. Donc il y a aussi une logique politique qui est à l'œuvre. Mais Donald Trump, c'est un magnat de l'immobilier. On sait qu'il a des affaires dans de nombreux pays et donc pas seulement aux États-Unis. Est-ce que son protectionnisme ne va pas être atténué par un certain pragmatisme au fil du temps ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a la campagne électorale où on fait dans la surenchère, dans une certaine forme de populisme. Après, il y a la réalité. La réalité, c'est que la Chine est un partenaire important des États-Unis et que de toutes les manières, le candidat Trump avait annoncé qu'il allait renforcer sa coopération avec les grands pays émergents comme la Russie, mais aussi comme la Chine. Et donc, il va y avoir, je pense, en fonction des sujets, un temps plus ou moins agressif et plus ou moins, assertif, mais le pragmatisme devrait quand même primer. Donc il n'a pas les moyens d'un tour de vis supplémentaire dans son protectionnisme affiché sans que l'Amérique en subisse elle-même les conséquences sur le plan économique ? Non, je pense que déjà, il faut savoir que les États-Unis sont un pays qui n'est pas très ouvert d'un point de vue commercial, puisque le commerce extérieur représente moins de 15% des PIB, contre 25% à 30% pour la Chine. Donc les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des enjeux domestiques qui priment aux États-Unis, et donc l'agenda domestique va l'emporter. Maintenant, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels Trump devra faire appel aux Chinois, notamment sur le plan financier et bancaire. Et là, il aura besoin de la coopération de la Chine. Alors, par ailleurs, Vladimir Poutine et Xi Jinping vont se rencontrer lors de ce sommet de la PEC. Ils avaient une certaine alliance face aux États-Unis. Qu'est-ce qui va déterminer leurs intérêts maintenant ?
Ce qui va déterminer leurs intérêts, c'est l'attitude de la nouvelle administration Trump à leur égard, à la fois à l'égard des Russes. Et là, il y a clairement une volonté de rapprochement avec les Russes de la part de cette nouvelle administration. Et puis vis-à-vis des Chinois, bon, il y a un ton qui est un peu plus dur, mais comme on l'a dit, il y aura quand même un certain pragmatisme. Donc tout ça, c'est un rééquilibrage au profit d'une vision un peu plus multipolaire du monde, dans laquelle à la fois les grands pays se reconnaissent et les États-Unis aujourd'hui de Trump se reconnaissent aussi dans cette vision multipolaire du monde, qui n'est pas la vision d'Obama. Mais ils ont des intérêts divergents ou seulement des différences potentielles entre la Russie et la Chine ? Entre la Russie et la Chine, il y a clairement aujourd'hui une alliance stratégique pour contrecarrer ce qu'ils percevaient comme étant une volonté d'hégémonie américaine et d'unilatéralisme américain. Donc aujourd'hui, il semblerait que l'administration Trump soit beaucoup moins sur cette ligne unilatérale et hégémonique. Et donc, paradoxalement, les perspectives de coopération seront peut-être plus intéressantes, plus fortes qu'avec Obama. Merci beaucoup Alexandre Kateb pour votre décryptage. Merci d'être venu. Les Haïtiens vont élire demain leur nouveau président, une élection cruciale pour ce pays qui peine à se relever de l'ouragan Matthew qui a fait 1000 morts. Second reportage, une série de nos correspondants avec les 3 principaux candidats parmi les 27 qui se présentent. Maryse Narcisse, l'une des 2 femmes en lice pour la présidence, a suscité un intérêt particulier pendant la campagne. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide est un soutien de poids pour elle. Reportage de Manon Heurtel et Sophie Prichodny. Le lendemain matin, la capitale retrouve un semblant d'apaisement. Devant le conseil électoral, la presse haïtienne guette l'arrivée de Maryse Narcisse. La candidate du parti Lavalas doit rendre compte de propos polémiques tenus par Jean-Bertrand Aristide, chef du parti. L'ancien président du pays appelle au déchoucage. En Haïti, quand on utilise le mot déchoucage, c'est pour dire qu'on va craser, briser. C'est un appel à la violence et on va faire des manifestations et détruire les maisons. Ce retour en politique de l'ex-président crée de vives tensions. Écarté des élections depuis 2004, il compte s'imposer à nouveau grâce à Maryse Narcisse. Jean-Bertrand Aristide dénonce des trucages et appelle le peuple à la révolte en cas de défaite. Maryse doit être élue. Si elle n'est pas élue, on bloquera tout le pays. On n'acceptera pas de coup d'État électoral. À l'arrivée de la candidate, les services d'ordre sont dépassés. Les sympathisants du parti Lavalas forcent le barrage pour perturber la tenue du conseil. Maryse Narcisse se présente à sa convocation accompagnée de l'ancien dirigeant. Malgré des accusations de trafic de drogue et de corruption, Jean-Bertrand Aristide demeure la figure emblématique du parti. Le 20 novembre, devront se tenir des élections libres, honnêtes et démocratiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur le site internet en français, en anglais et en arabe. Merci à vous tous.